Massa al-khair alaykoum l'équipe, bonsoir. Massa al-khair alaykoum. Je m'excuse pour le temps d'attente. On commence que maintenant. Massa al-nour, ma'akoum Poujma Sofiane. Pour ce workshop, on restera, on est très, très en restreint. On n'est que trois. Bon, tout m'a raconté la mais je suis le quatrième, qui se porte sur la création d'entreprise, mais d'un point de vue vraiment très, très, très pratique, qui sera probablement le dernier, alors l'avant-dernier workshop, parce que Inch'Allah, vous aurez un autre workshop avec Daniel Hires sur le pitch pour la grande finale le samedi, Inch'Allah. Donc, sans plus tarder, je me présente rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Boujma Sofiane, je suis Angers de formation. J'ai fait après une école de commerce. Après, j'ai enchaîné par une thèse de doctorat en physique. Je travaille chez Banco, chez Banco. Et parallèlement de tout ça, je suis aussi chef d'entreprise. J'ai deux entreprises que je gère. Voilà, donc ça c'est pour ma petite présentation rapide. Alors n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat ou sur le WhatsApp. J'essaierai de repasser tout à l'heure pour y jeter un coup d'œil. Donc, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à téléphoner ou le chat à Zoom, il n'y a pas de problème. Donc, sans plus tarder, on a déjà 20 minutes qu'on attend. Je pense qu'on peut commencer les étapes de la création d'entreprise. Alors, ce workshop, encore une fois, il a pour but d'être très pratique. Donc là, je ne vais plus parler de la partie vraiment stratégie, de la partie business model, de la partie vraiment stratégique de la chose. Là, je vais parler d'une façon très pragmatique de la partie vraiment qui concerne la paperasse, le terrain quand je veux créer mon entreprise. C'est bon, j'ai fait ma stratégie, j'ai déterminé mon business model, je connais ma go-to-market strategy, je connais mes partenaires, j'ai développé un produit, un prototype, peut-être un MVP. Et le but aujourd'hui, c'est de créer mon entreprise pour me lancer et éventuellement lever des fonds et commencer à commercialiser mes produits. Alors, comment ça se passe? Ce workshop va vous expliquer vraiment les étapes une par une de la création d'entreprise. كيفاش تبداو منين تبداو وين تروحوا quelles sont les institutions اللي راح تلاقاو بهم et comme surtout combien ça va vous prendre de temps et combien ça va vous coûter parce que et oui en Algérie malheureusement créer une entreprise ça coûte de l'argent, on va le voir à la fin, donc il vous faut ne serait-ce que pour la partie création d'entreprise, je parle même pas de la partie investissement mais vous allez le découvrir que créer son entreprise aujourd'hui en Algérie ça coûte de l'argent. Et on va tout de suite le voir ensemble tout au long de cette présentation. Donc, n'hésitez pas encore une fois à poser vos questions. Nour qui est là avec nous va essayer de reprendre les questions comme s'il y a la moindre question. Donc, sans plus tarder, let's go. Donc, on commence. Première étape sur votre création d'entreprise. Donc, c'est bon, vous avez votre produit, vous avez votre stratégie, vous avez votre business model ou pas encore, mais vous voulez quand même vous lancer, vous voulez créer votre entreprise parce que ça va vous permettre de facturer, de commencer à commercialiser vos produits. Première étape, c'est bien sûr de déterminer une forme juridique à votre entreprise. Alors, la forme juridique, on a deux types de formes juridiques. Vous avez soit une forme qu'on appelle morale ou une forme juridique dite physique. Alors, c'est quoi la différence? En fait, une personne, on parle d'une personne physique ou une personne morale. Si vous êtes une personne physique, c'est-à-dire que vous êtes vous-même l'entreprise. C'est-à-dire que l'entreprise et la personne qui la porte ne sont pas dissociables, c'est la même chose. Donc, vous représentez l'entreprise, vous êtes ce qu'on appelle une personne physique. Alors, ce genre de type d'entreprise, on les retrouve souvent chez parfois les commerçants ou les artisans. Donc, quand je suis, par exemple, je suis artisan, je fais je ne sais pas, hein, je prends un exemple, je réalise des instruments de musique pardon, je suis un petit artisan, je fais les guitares ou peu importe. Donc, c'est moi qui les fais, c'est moi qui les commercialise, c'est mon entreprise. Je suis commerçant, j'ai une petite boutique, donc c'est mon entreprise, c'est moi le commerçant, c'est moi l'entreprise. Donc, on ne dissocie plus la personne physique de la personne morale. Même en termes de responsabilité, s'il y a un problème ou s'il y a des dettes, elles sont sur la personne et non pas sur l'entreprise. Donc, c'est une forme qui permet la création très rapide de l'entreprise. Ça coûte moins cher qu'une personne morale, mais ce n'est pas très adapté si, de un, on est plusieurs cofondateurs et surtout si la responsabilité, on veut la partager, on veut que l'entreprise, l'entité entreprise se sépare des associés, des fondateurs de l'entreprise. Donc, la personne physique
Dans votre cas, par rapport à vos projets, elle est à éviter. Vous pouvez toujours commencer par l'une, ensuite arrêter, tuer l'entreprise, refaire vos statuts pour en créer une autre. Mais elle est vraiment déconseillée. Il vaut mieux aller sur une personne morale. Alors, qu'est-ce qu'une personne morale? Une personne morale, en fait, c'est de créer une entité morale qui est vraiment dissociée des fondateurs ou des associés qui vont la créer. C'est-à-dire que vous allez vous associer, vous êtes un groupe de personnes ou vous êtes seul, par exemple, et vous voulez créer une entreprise, une entité vraiment indépendante qui va prendre la responsabilité en termes, par exemple, de dettes, etc. Là, les dettes seront sur l'entreprise et non pas sur la personne. Donc, c'est pour ça que, et je vais en parler tout à l'heure, vous avez parmi les entités morales qu'on peut créer, ce qu'on appelle une SARL, une société à responsabilité limitée, et, c'est plus ou moins la mieux conseillée pour vous à votre étape et par rapport à vos budgets, au nombre de cofondateurs. Donc, la responsabilité se limite à l'entreprise et non pas aux associés qui vont créer l'entreprise. D'accord? Donc, dans votre cas, l'idéal, c'est d'aller sur une personne morale. Et de la personne morale, il y a beaucoup d'autres types de formes juridiques, d'autres formes juridiques. Il y a par exemple la société par action, mais ça, c'est un cas vraiment particulier où le nombre d'actionnaires est plus important, le fonds, le capital à mettre est plus important. Donc, par rapport à la personne morale, donc je disais, dans votre cas, l'idéal, c'est de partir sur une SARL, donc ça vous permet, ou une URL, je vais expliquer tout de suite la différence. Ça va vous permettre justement de différencier entre les différents, de différencier pardon, entre les fondateurs et l'entité morale qui s'appelle l'entreprise. Donc, c'est quoi la différence entre une URL et une SARL? Alors, SARL, c'est pour Société à responsabilité limitée. URL, c'est entreprise à responsabilité limitée. Donc, c'est quoi la différence? En fait, la différence, elle est sur le URL, c'est entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. C'est quoi la différence? C'est le nombre de ce qu'on appelle les associés. Si vous êtes seul, ça s'appelle une URL. Si vous êtes deux ou plus, ça s'appelle une SARL. Donc, c'est ça la seule différence entre une URL et une SARL. Donc, dans votre cas, il vous est conseillé pour commencer de partir sur une SARL ou une URL, dépendamment du nombre de cofondateurs les rahams qui vont s'associer sur l'entreprise. Donc, si vous êtes seul, on va appeler ça une URL. Si vous êtes plusieurs, on va appeler ça une SARL. Encore une fois, j'essaye d'avancer parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Peut-être sur certains points, je vais aller très, très vite. Mais n'hésitez pas à m'arrêter si vous avez des questions. Donc, on a dit pour la forme juridique, l'idéal, c'est de partir sur une URL ou une SARL. Une personne morale, ça c'est clair. Ça va vous permettre d'avoir une meilleure, de pouvoir vous associer à d'autres personnes, de pouvoir notarier tout ça et d'avoir des statuts bien clairs qui différencient toutes vos parts et les actions, les parts de chaque cofondateur. Donc, en créant votre entreprise, donc puisqu'on a dit qu'on part sur une logique de SARL, votre entreprise elle aura besoin, vous allez devoir définir 4 choses essentielles. D'abord, une adresse pour votre entreprise. Donc, où est-ce que vous allez mettre votre entreprise, donc le siège social de votre entreprise. Votre entreprise elle aura besoin d'un nom, vous devez la nommer, et vous devez définir les parts de chaque associé. Donc, si vous êtes plusieurs à vous associer dans cette entreprise, vous devez définir les parts de chacun en termes de participation au capital social de l'entreprise. Donc, si on définit le capital social, par exemple, à 100 000 dinars, à Sharm donc si vous êtes plusieurs associés, combien vous allez en mettre chacun sur la table. Et ça va définir combien chaque cofondateur, combien de parts il sait le faire. D'accord? Quatrième point que vous devez définir, c'est un gérant. Donc, c'est le représentant légal de l'entreprise. Bien sûr, il peut avoir des co-gérants avec lui pour l'aider, mais impératif, on doit définir au moins une personne qui s'appelle le gérant pour pouvoir justement représenter l'entreprise en termes de signer les chèques, signer tout document important de l'entreprise. D'accord? Donc, vous devez lui donner une adresse, un nom, définir les parts de chaque associé et définir au moins un gérant. Alors, tout au long de la vie de votre entreprise, vous allez, à partir du moment où vous décidez de créer l'entreprise, vous allez vous associer, enfin, vous allez être amené à travailler avec 3 entités, 3 institutions publiques
de l'État, qui sont le 1, le registre de commerce, 2, les impôts, et 3, la sécurité sociale. Donc, le but, c'est vraiment de pouvoir, vous allez vous associer, travailler avec eux pendant que votre entreprise est vivante. D'accord? Madame Sharika comme Aïcha, madame, vous allez avoir affaire au registre des commerces, aux impôts et à la sécurité sociale de façon générale. D'accord? Donc, c'est des partenaires, je dirais, clés de la vie de votre entreprise que vous allez voir pour certains chaque mois, pour d'autres chaque 3 mois, ou certains chaque année. D'accord? Donc, sans plus tarder, la dénomination de l'entreprise, donc donner un nom à votre entreprise. Alors, c'est le premier document que vous allez établir pour votre entreprise qui s'appelle la dénomination, donc le nom de l'entreprise. Alors, comment ça se passe? Vous allez chez le registre de commerce. Alors, quel registre de commerce? Parce que, comme vous le savez peut-être, le registre de commerce a plusieurs antennes un peu partout en Algérie. Alors, dépendamment de la région où vous allez mettre le siège social de votre entreprise, vous allez être associé à une antenne du registre de commerce. Je donne un exemple simple. Aujourd'hui, sur Alger, vous avez 3 antennes du registre de commerce. Alger Est, Alger Centre et Alger Ouest. Donc, si aujourd'hui, mon entreprise est sur la région ouest d'Alger, donc je vais être amené à collaborer avec l'antenne du registre de commerce qui se trouve à Alger-Ouest. Et dans ce cas-ci, c'est par exemple à Zeralda. Donc je vais à Zeralda pour retirer le formulaire où je peux le télécharger sur le site web du registre de commerce. Et là, sur ce formulaire, en fait, qu'est-ce qu'on va vous demander? L'adresse prévisionnelle du siège social de votre entreprise, votre nom, votre prénom, si vous êtes le gérant qui dépose ou pas, et votre adresse. Et à partir de là, on va vous donner le choix de choisir 4 noms pour votre entreprise. Alors, 4 noms, pourquoi? En fait, on va vous donner, vous allez choisir un nom qui n'est pas pris par une autre entreprise. Donc, on va vous donner le nom que vous allez écrire, vous allez choisir, mais qui ne doit pas être pris par une autre entreprise. C'est-à-dire, vous allez mettre 4 propositions et le registre de commerce va vérifier la disponibilité de ces 4 noms. Il va vérifier le premier nom. Est-ce qu'il est disponible? S'il est dispo, s'il n'est pas dispo, vous allez justement passer au deuxième nom proposé. Kif, on va vérifier s'il est dispo, c'est bon. S'il n'est pas dispo, on passe au troisième, puis le quatrième. Si aucun n'est disponible, vous allez tout refaire. Proposer attention, parce qu'il y en a beaucoup qui disent le premier nom et les 3 autres, ils tirent. Donc le premier mais quand je disponible, hop, les 4 autres, ils reviennent directement. Donc faites très attention. Donc, c'est un document que vous téléchargez, muni normalement en principe d'une copie de votre pièce d'identité et vous allez déposer ça auprès du registre de commerce. Donc, ça, c'est vraiment la base, le premier document de votre entreprise qui est la dénomination, le nom de l'entreprise. Donc, vous déposez ça, ce n'est pas gratuit, hein, on vous paye 800 dinars, soit auprès de la banque, la BNA, qui est la banque qui domicilie le registre de commerce. Et moyennant donc les 800 dinars, le dépôt du formulaire, on va vous répondre. Généralement, ça prend moins une journée maximum. Ça dépend de beaucoup de travail ou pas, mais généralement, c'est une journée. Au bout d'une journée, vous aurez votre dénomination qui ressemble à ça. Donc, c'est un document, une feuille, sur laquelle on va écrire voici le nom de l'entreprise Tercom qui a été choisi, qui a été sélectionné parce qu'il est disponible. Encore une fois, les noms, vous ne pouvez choisir un nom que s'il est disponible en Algérie. On s'en fout partout dans le monde. Vous pouvez appeler votre entreprise Apple, mais seulement si votre entreprise, le nom est disponible en Algérie, c'est-à-dire auprès du registre de commerce algérien. On va vérifier la disponibilité de ce nom. Alors faites très attention aussi parce que s'il y a une partie de votre nom qui est utilisée par une autre entreprise, on peut vous refuser le nom. Par exemple, je ne sais pas, mon entreprise est composée de, par exemple, digital ou la Algeria ou la digital. S'il y a une entreprise fait Algeria ou fait digital ou le mot digital il revient quelque part, vous ne pourrez pas l'utiliser. D'accord? Donc faites très attention aux propositions de nom. Alors là, il y a une question qui revient très souvent. Est-ce que je peux nommer mon entreprise Haja et mes produits Haja? Oui, la dénomination de votre entreprise est totalement indépendante des produits et des services que vous allez proposer ou que vous allez commercialiser. Donc, je ne sais pas, cadeau, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, et je peux proposer mes produits qui s'appellent Spiruvita ou peu importe.
Donc, le nom de votre produit est totalement indépendant du nom de votre entreprise. Ça, c'est la dénomination de votre entreprise sur les papiers qui va ressortir sur votre facture, etc., etc. Mais ce n'est pas le nom de vos produits. Donc, je vais chez le registre des commerces, je remplis le formulaire, je propose 4 noms, il vérifie la disponibilité, je paye 800 dinars et je reçois mon premier document. Sur la base de ça, je dois définir ce qu'on appelle la liste des activités de mon entreprise. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous créez votre entreprise, quand vous allez commencer à commercialiser vos produits, vous ne pouvez pas faire n'importe quel type d'activité. D'abord, il faut que l'activité que vous allez commercialiser, ce que vous allez faire comme activité, il faut que ce soit une activité légale. Légale au sens, ce n'est pas interdit. Voilà, des choses comme ça. Donc, ça, c'est interne. Donc, première étape, il faut qu'on soit sûr que ce que je fais est légal. Deuxième étape, je dois clairement définir ce qu'on appelle les activités que je vais faire. Exemple, je ne peux pas créer une entreprise qui compte commercialiser du poisson, par exemple, et je me retrouve à faire de la construction industrielle, par exemple. Donc, si je n'ai pas prévu ces activités dans ce qu'on appelle mes statuts, ben, je ne peux pas faire ça. Donc, vous devez prévoir ce que vous allez faire à court, à long, à moyen terme, même si vous oubliez certains, vous pouvez les ajouter. Donc, vous devez lister ces activités en disant, sur mon entreprise, je veux faire ceci, cela, cela et cela. Donc, vous devez clairement les lister parce que si vous commencez à exercer une activité dont vous n'avez pas le code d'activité, le registre de commerce, et vous allez être pénalisé. D'accord? Ça va être principalement des amendes, on peut vous faire fermer votre entreprise, etc. Alors, comment ça se passe toute cette histoire? Il y a ce qu'on appelle le registre de commerce a mis en place ce qu'on appelle des codes d'activité. Chaque activité économique que vous pouvez faire légalement, elle a un code qui lui est associé. C'est un code à 6 chiffres qui s'appelle par exemple 601, 602 par exemple. C'est un code à 6 chiffres. Et dans mes statuts, c'est-à-dire dans les statuts de votre entreprise, vous devez lister ces codes d'activité. Comment ça se passe? En fait, il suffit d'aller sur le site web du registre de commerce. Alors, il y a déjà une question, je pense. J'essaye de lire en parallèle. Si l'activité n'existe pas dans la nomenclature, comment ça se passe? Très bonne question, Narges. Vous pouvez faire la demande d'introduire cette activité. C'est quelque chose qui n'est pas très commune, mais oui, par exemple, si aujourd'hui je prévois de faire une activité qui n'est pas recensée sur le registre de commerce, je peux faire une demande et ils vont l'étudier. Et s'ils trouvent que vraiment l'activité n'est pas prévue et elle est légale, ils vont l'introduire en introduisant un nouveau code d'activité. Et les codes d'activité, généralement, ils sont vraiment remis à jour pratiquement chaque année ou là, même pas. Ils rajoutent de nouveaux codes d'activité. L'année 2020-2019, on a eu quand même une dizaine ou là, un peu moins de codes d'activité. Donc oui, si votre activité n'est pas prévue dans la nomenclature du registre de commerce, vous pouvez faire la demande pour l'introduire et ça se fait le plus normalement du monde. Je vous donne un exemple simple. Le code d'activité des VTC, Yassir et compagnie, ça n'existait pas. Les entreprises comme Yassir ont fait la demande et aujourd'hui, on retrouve ce code d'activité sur le registre des commerces. Donc, je reviens à ce que je disais. J'espère que j'ai répondu à ta question, Narges. Donc, je disais, sur le site web du registre de commerce et à droite, vous avez nomenclature de vos activités. En fait, le registre de commerce, le site web qui est plus ou moins bien fait, vous permet de faire une recherche pour trouver vos codes d'activité par rapport à ce que vous allez faire. En fait, vous pouvez faire une recherche soit par code d'activité, soit par mots-clés. Voilà, je perds mes mots. Alors, comment ça se passe? Comme vous pouvez télécharger un fichier PDF sur le site web où il recense les codes d'activité. D'accord? Et en fait, l'idée pour faire simple, c'est-à-dire je ne sais pas par où je vais commencer, etc. Je vais taper des mots-clés, voilà, comme vous le voyez ici. Alors, par exemple, je veux commercialiser, parmi vos projets un peu qui ne sont pas très originaux, qui sont plus ou moins originaux, l'équipe d'Aspiruvita qui veut le commercialiser de la spiruline. D'accord? Donc, je peux taper spiruline, je peux taper agroalimentaire, etc., etc. Et en tapant ces mots-clés, voilà où je vais les codes d'activité. Donc, vous voyez, à gauche, il y a un code à 6 chiffres et vous avez le nom de l'activité. Donc, le but pour vous, c'est de recenser les codes d'activité que vous allez avoir besoin pour commercialiser vos produits.
Dans le sens où, si aujourd'hui, je veux par exemple faire de la vente de produits agroalimentaires, demain, je veux pouvoir faire de la culture, faire de l'agriculture, ben, je dois avoir les deux codes. Donc, pensez large. Vous pouvez avoir autant de codes sur vos statuts que possible. Donc, il n'y a pas de limite. Mais pensez large pour éviter. C'est pas grave, vous pouvez le rajouter à tout moment, mais ça va vous coûter du temps et de l'argent parce que vous serez obligé d'aller chez le notaire, faire de les statuts, vous allez payer, etc. Par du temps et par de l'argent. Donc, pensez large dans le sens de vos activités, mais surtout dans le temps. C'est-à-dire, il faut pas hésiter à vous projeter. Aujourd'hui, je vais commencer par faire ça, mais au bout d'un an, je vais faire ceci. Et après, je vais faire cela. Donc, il faut prévoir quand même les codes dès le début, en قاعدين. Si vous en avez besoin, tant mieux. Sinon, en قاعدين, ça ne vous coûte rien. Donc, alors sur les codes d'activité, vous voyez que certains sont écrits en gris et certains en vert. Les راهم مكتوبين en vert, alors ceux qui sont en gris, donc il n'y a pas de problème, vous pouvez les intégrer dans vos statuts le plus normalement du monde. Ceux qui sont écrits en vert, il vous faut ou une autorisation ou un agrément surtout. Donc, il y a certaines activités qui sont agrémentées, donc elles ont comme un agrément. Et l'agrément, dépendamment de l'activité, on va demander soit chez un ministère, soit chez la wilaya, ou là, c'est chez une entité spécifique. Mais généralement, les agréments, dépendamment de l'activité, en fait, en cliquant dessus, l'entité responsable de vous donner l'agrément. Après, il faut aller les voir. Généralement, on vous donne un cahier des charges, des conditions à respecter. Et si vous matchez avec le cahier des charges, vous avez tout bon, bah, on va vous donner l'agrément. Ce qu'il faut savoir sur les agréments aussi, c'est parfois que c'est des procédures qui prennent du temps. Donc, parfois, pour avoir un agrément dans certaines activités, tel 6 mois. Donc, faites très attention dans votre planification. Encore une fois, vous ne pouvez pas faire une activité réglementée sans agrément. Faites très, très attention à ça. Donc, prévoyez l'aspect temps de la demande d'agrément. Donc, ça peut prendre beaucoup de temps. Comme certaines activités, c'est une année, certaines 6 mois, c'est la bureaucratie, la RALP, c'est comme ça. Par contre, si vous trouvez un code d'activité en rouge, ben là, c'est mort. Vous ne pouvez pas exercer cette activité. Donc, c'est interdit. Est-ce qu'on peut faire deux activités, par exemple, production et vente? Absolument, absolument. Il faut juste avoir les deux codes. Vous pouvez faire produire, vendre, commercialiser, faire de la pub, faire de la com, vous pouvez faire plein de choses. Donc, il faut avoir les codes d'activité dans vos statuts. Donc, il n'y a pas de restriction par rapport à ça. Après, ce qu'il faut faire attention, c'est qu'il y a deux choses, les codes d'activité. Les codes d'activité que vous allez recenser, que vous allez intégrer dans votre entreprise, dans un premier temps, dans ce qu'on appelle les statuts de votre entreprise. C'est le document qui détermine clairement qui sont les associés, quels sont les codes d'activité. Donc, il y a autant de codes d'activité qui mettent. Donc, c'est pas un problème. Après, vous avez ce qu'on appelle le registre de commerce. Sur votre registre de commerce, là, par contre, il y a une limite. Donc, le registre de commerce, il va puiser les codes d'activité, les statuts. Par contre, le registre de commerce, il est limité à 17 codes d'activité. Et ces 17 codes d'activité ne doivent pas être très indépendants de l'un de l'autre. Maintenant, dans un seul registre de commerce, si aujourd'hui je prévois, par exemple, de produire, je ne sais pas, des pommes de terre, ces pommes de terre, je vais les transformer en chips et je vais les commercialiser. Vous voyez que ces trois activités ont du sens entre elles. D'accord? Par contre, si je prévois de commercialiser des produits agroalimentaires et j'ai un code d'activité qui s'appelle, je ne sais pas, par exemple, construction de bâtiments, là, vous voyez que ça n'a aucun sens. Donc, il risque de vous bloquer votre registre de commerce parce que vous avez des codes d'activité qui ne matchent pas forcément. Donc, ce n'est pas très commun, mais pour revenir à ta question, Narges, c'est oui, vous pouvez faire plein de choses, beaucoup d'activités en même temps. Il faut juste prévoir les codes d'activité. Faites attention qu'un registre de commerce ait un maximum de 17 codes d'activité. Et les codes d'activité, il ne faut pas qu'ils soient très indépendants, mais la bada. Tu ne peux pas avoir un code d'activité qui s'appelle pâtisserie, faire de la pâtisserie, et un code d'activité qui s'appelle faire de la construction. Voilà, ça ne va pas. Donc là, il vous faut un deuxième registre de commerce. Où un faire la pâtisserie, l'autre faire la construction. Vous voyez un peu. Je donne des exemples très extrêmes, je te fais un mot mais c'est dans ce sens-là. Par contre, je peux par exemple produire
Je peux avoir un code d'activité d'agence de communication et faire du développement informatique. Ça va, c'est pas très loin, etc., etc. Donc, juste pour revenir à ce que je disais, donc, sur le site web du registre de commerce qui s'appelle Sigillicum, entre parenthèses, tapez juste registre de commerce Algérie pour le site web. Des recherches de nomenclature, je tape soit je télécharge le PDF, les codes, soit je tape les mots-clés de mes activités et là, je recense les codes d'activité dont j'ai besoin pour exercer, pour commercialiser mes produits. D'accord? Sur la base de ça, donc quand j'ai listé bien mes codes d'activité, je vais faire ce qu'on appelle un bail de location. Alors, qu'est-ce qu'un bail de location? En fait, pour votre siège social, vous avez besoin d'une adresse. D'accord? باش ديروا الشركه تاعكم لازمكم une adresse وهاد l'adresse généralement راكم رايحين تكريو un local ولا واحد يكري لكم. Alors, vous pouvez avoir un local تاعكم, mais là, je pense pas. Mais si vous avez un acte تاعكم ولا vous pouvez vous faire vous-même le bail de location. Sinon, généralement, on va louer un local, on va louer des bureaux, etc. Et pour faire le bail de location, en fait, on va chez un notaire, donc un notaire, avec la personne qui va vous louer ce local. La personne propriétaire de l'espace, propriétaire des bureaux, doit impérativement assurer son bien avec une assurance qu'on appelle CatNat. C'est une assurance catastrophe naturelle. Alors, ça ne coûte pas très cher, enfin, dépendamment du bien, de la superficie, etc. Mais généralement, le notaire va vous demander cette assurance. Donc, le propriétaire, bien sûr, c'est pas lui, hein, voilà, classique. Donc, l'idée, c'est de vous présenter chez le notaire avec la CatNat, l'assurance CatNat du bien immobilier que vous allez louer, de votre paperasse, donc copie de la carte nationale, extrait de naissance du gérant, etc., etc. Enfin, etc. Extrait de naissance du gérant, copie de la pièce d'identité du gérant, la dénomination, le registre de commerce, la CatNat, et après le justificatif de la propriété du propriétaire. Il doit justifier que c'est lui le propriétaire du bien. Soit il dit comme le livret foncier, soit il dit comme etc., etc. Donc, sur la base de ça, le notaire va vous demander de déterminer la durée du bail, une année, 6 mois, 1 mois, 2 ans, je ne sais pas. Le montant de la location, le propriétaire a le bien. Le mode de paiement, est-ce que tu cash et c'est la pratique, donc une année directement, et c'est malheureusement la pratique en Algérie, donc faites attention, prévoyez ce coup-là. Sauf si le propriétaire vous connaît, il est gentil, mais aujourd'hui en Algérie, malheureusement, quand vous voulez louer quelque chose, c'est 1 mois d'avance. Il n'y a pas un 6 mois s'il est gentil, etc. Donc faites très attention. Donc, est-ce que le bail de location il est renouvelable ou pas? Le bail, est-ce qu'on le renouvelle systématiquement ou là non? Chez un autre notaire, etc. Alors, il y a une question qui revient aussi souvent. Est-ce qu'on peut louer des bureaux avec une autre entreprise? Oui, c'est faisable. Donc, parfois, il y a des entreprises qui se partagent le même bureau. Alors, dans ce cas-là, en fait, nous allons chez un huissier de justice. Il dit l'huissier de justice, vous lui montrez les espaces et vous lui dites, l'espace c'est pour l'entreprise A ou c'est pour l'entreprise B. Et lui, il va faire ce qu'on appelle un PV de séparation. Et il va le donner et vous allez le donner au notaire. Sur la base de ce PV, il va vous faire le bail de location. Donc, sur la base de ça, vous allez bien sûr déposer tout ça. Le notaire va vous rédiger donc le bail de location. Vous allez signer, ou du moins le gérant de l'entreprise va signer le bail de location. Ce qu'on appelle l'aqd al-ijar, qui est un document qui ressemble à ça, où on reprend les éléments noir sur blanc. Alors, la partie, le bail de location, ça coûte de l'argent, bien sûr. Alors, ce que vous allez devoir payer, c'est bien sûr l'assurance CatNat, parce que le propriétaire, il parle donc l'assurance CatNat, alors ça dépend de la taille du bien, c'est une villa, c'est une maison, c'est la superficie, etc. Donc, mais en moyenne, c'est pas très cher. Par exemple, nous, nos bureaux ici à Alger, on a pratiquement presque 100 mètres carrés de biens, de bureaux. On paye la CatNat Ta'na environ 4500 dinars l'année, annuellement.
Ce n'est pas énorme, c'est 4500 dinars par an, mais faites le devis chez une assurance, n'importe quelle assurance, pratiquement toutes les compagnies d'assurance proposent cette police d'assurance. Donc, allez-y, c'est au milieu combien de devis. Normalement, ce n'est pas très cher. L'autre, alors ce que vous allez aussi payer, c'est les frais de notaire. Les frais de notaire, ben, ils dépendent justement du loyer et de la durée de location. Donc, à le montant de la location, à la durée, en fait, les notaires, ils ont un barème qui est établi par la loi. Donc, ce n'est pas eux qui fixent les prix. Donc, les prix sont pareils chez les notaires. Donc, il y a un barème qui détermine clairement les pourcentages. Par exemple, alors je pense qu'on l'avait mis quelque part, mais on va le retrouver après. Mais grosso modo, les prix des notariés sont réglementés. Donc, c'est tous pareil. Donc, c'est des montants qui sont proportionnels au prix de la location. Donc, si c'est 100 000 dinars, c'est un pourcentage. Si c'est plus, c'est un autre pourcentage, etc. On y reviendra à la fin, parce que je n'ai pas vraiment les chiffres en tête. Mais à la fin de la présentation, on a un chiffre. Donc, vous allez payer la CatNat, vous allez payer le notaire. Tout ça, c'est à votre charge, hein, généralement. Et bien sûr, vous allez payer les frais de location. Please make me conférencier. Yes, Karim, I will make you conférencier. Karim qui me dit je veux devenir conférencier. Normalement, tu es conférencier depuis longtemps, c'est-à-dire panéliste. Alors, Karim qui devient panéliste avec nous, bien sûr, il voudra parler. Donc, on va lui donner l'accès à la parole en le nommant co-hôte de ce panel. Voilà, Karim, tu es avec nous, conférencier. Tu es aussi avec nous, co-hôte de cette conférence. Salut, Karim. Donc, j'expliquais à nos chers participants de ce bootcamp que le bail de location, donc c'est des frais. Vous allez devoir payer à votre charge la CatNat. Généralement, les propriétaires en ont, c'est sur la charge du propriétaire, mais c'est vous qui allez la payer quand même. Vous allez payer les frais de location, les frais de notaire, pardon, qui sont, comme je disais, des frais réglementés, bien établis avec des barèmes, etc. Donc, c'est les prix partout pareils. Et vous allez payer, bien sûr, si le propriétaire demande le prix à l'avance, vous allez payer le frais de la location, qui malheureusement, la pratique algérienne, c'est une année d'avance. Mais vous pouvez toujours, bien sûr, faire les yeux doux, si vous êtes gentil. Donc, je reprends mon process de création d'entreprise. Aujourd'hui, donc, on a commencé par donc, la dénomination, le document qui dit voilà le nom de votre entreprise. On a fait le bail de location, on a listé les activités, les codes d'activité Tawaïkom. Et aujourd'hui, donc, les statuts de votre entreprise. Alors, les statuts de l'entreprise, c'est quoi? C'est un document qui résume tous les éléments constitutifs de votre entreprise. D'une part, vous avez bien sûr les associés qui vont s'associer pour la création de cette entreprise, le capital social de cette entreprise, l'adresse de cette entreprise, le nom de cette entreprise, etc. Donc, tous ces éléments, on les retrouve noir sur blanc sur un document qu'on appelle les statuts de l'entreprise. Alors, le document, les statuts, où est-ce qu'on va les faire? Chez un notaire. Vous pouvez toujours, généralement, on le fait chez le même notaire, l'idéal comme le bail de location, mais vous êtes libre d'aller faire ça ailleurs. Alors, donc, il y a un document qu'on doit soumettre au notaire qui s'appelle le PV d'assemblée constituante de la société. En fait, le PV, c'est quoi? Donc, PV pour procès verbal. C'est un document que vous allez rédiger vous-même les associés et qui dit, pour faire simple, les associés, par exemple, on est 3. Nous, les associés, Sofiane, Karim, par exemple, Amira, que je vois, on va s'associer pour créer l'entreprise. L'entreprise, on a décidé de la nommer ceci. On a décidé de nommer, par exemple, Karim comme gérant. On a décidé de mettre tant d'argent dans le capital social. Et voici comment se répartit les parts de notre entreprise, etc. En gros, le PV d'assemblée constituante, c'est un document que vous allez rédiger vous-même. Donc, il y a des templates sur Internet, ce n'est pas très compliqué. Et que vous allez signer, parapher, signer à la fin en disant que nous, les associés de l'entreprise, les fondateurs, les associés, on a décidé de cela, de créer l'entreprise, de lancer l'entreprise, de nommer tel notaire pour la création et on signe à la fin du document. Et c'est ce document que vous allez soumettre au notaire pour rédiger vos statuts. D'accord? Donc, vous devez rédiger donc votre PV d'assemblée constituante. La base du PV, vous allez associer à ça, bien sûr, le bail de location.
et les codes d'activité que vous allez mettre, dans vos statuts. Et sur la base de ça, vous allez déposer 50% du capital. Alors, j'en ai pas parlé, mais j'en parle maintenant. Bien sûr, pour créer une entreprise, il faut un capital social. Donc, il faut mettre de l'argent. Aujourd'hui, le minimum de la loi algérienne, c'est 100 000 dinars, donc du moins pour une personne morale. Donc, quand vous voulez faire une SARL ou une EURL, le minimum du capital social, c'est 100 000 dinars. Donc, 10 000 centimes. Donc, les 100 000 dinars minimum, d'accord, vous allez vous les répartir. Vous pouvez aller plus, mais pas moins. Vous pouvez mettre plus d'argent dans le capital. Donc, les 100 000 dinars, vous devez bien évidemment vous les partager entre les associés, entre les associés de l'entreprise. Donc, si vous êtes trois, vous devez définir les pourcentages de chacun dans l'apport du capital. Sinon, si vous êtes seul, vous mettez la totalité seul. D'accord? Alors, alors, la loi, ce que permet la loi, c'est de déposer 50% de ce capital à la création d'entreprise et vous pouvez compléter les 50% au bout d'une année. Donc, ça, c'est quelque chose de bien que vous permet de faire la loi. Donc, je détermine le capital social, je détermine le part de chaque associé. On va mettre l'argent sur la table chez le notaire, bien sûr, qui va le mettre en fait réellement dans le trésor public. Et sur la base de ça, cet argent du capital, il sera momentanément bloqué le temps de finaliser la procédure de création d'entreprise. Réellement, c'est d'obtenir le registre de commerce. Donc, je reprends. Donc, vous allez chez le notaire, vous déposez… Sofiane, Ouais. Sofiane, est-ce qu'il est possible que tu lances le live? Alors, le live, non, parce que je n'ai pas accès à la page, parce que je me suis déconnecté de chez moi ici. Ah, ok. Du coup, je n'ai pas accès. Est-ce que tu peux me nommer co-host ou quelque chose comme ça? Si, Regarde. en principe, c'est déjà fait. En principe, tu peux le faire. Faut check, sinon je te nomme animateur directement. En principe, tu es Je quoi? nomme animateur. Ok, voilà, c'est fait. C'est bon. Animateur. Voilà, là, je peux. Voilà, très bien. Vas-y, vas-y. Donc, je disais, on est à l'étape des statuts de votre entreprise. Donc, je vais chez le notaire avec mon bail de location, avec ma dénomination, bien sûr, que j'ai faite auparavant, avec mon PV d'assemblée constituante qui, au final, résume, c'est un document que vous allez rédiger qui dit qu'on s'est réunis, qu'on a décidé de la création d'entreprise, de nommer telle personne comme gérant, tel capital, avec telle répartition des parts, etc. Voici les codes d'activité qu'on veut intégrer dans nos projets de statut et voici le capital social, ou du moins 50%, plus bien sûr les copies de la pièce d'identité de chaque associé et une copie de l'extrait de naissance de chaque associé. Donc, photocopie de la pièce d'identité et les extraits de naissance, vaut mieux en avoir un certain paquet parce que vous allez en avoir besoin assez souvent. Donc, sur la base de ça, le notaire va vous rédiger ce qu'on appelle les statuts de votre entreprise. Et c'est un document en fait qui ressemble plus ou moins à ça. Donc, c'est plusieurs pages et qui va résumer ce que vous avez mis sur votre PV d'assemblée constituante. Donc, vous avez les associés qui vont s'associer, le capital, la répartition des parts, les codes d'activité, l'adresse du siège social, etc. Le gérant que vous devez nommer, bien sûr. Et tout ça donc, va ressortir sur vos statuts noir sur blanc et c'est un document un notarié. Donc, c'est le notaire qui l'établit et vous allez tous les associés vont venir pour signer la création de cette entreprise. Alors, si bien sûr, vous le voyez sur la slide, un des associés ne peut pas venir signer, prévoyez une procuration à coût de 5 000 dinars. Donc, la rédaction de ces statuts, bien sûr, elle n'est pas gratuite, vous l'aurez deviné. Donc, aujourd'hui, les frais de création de statut, c'est environ 34 000 dinars. Et encore une fois, ce sont des frais vraiment réglementés. Donc, le notaire Maïtéré, je vois que les prix, mais c'est des prix réglementés chez lui. Donc, sur la base de ça, le notaire, en fait, qu'est-ce qu'il va vous remettre réellement? Il va vous remettre, donc, il va comme le bail de location, il va vous remettre les statuts et en fait, il va vous remettre un document qui s'appelle le BOAL, qui est le bulletin officiel des annonces, des annonces légales. En fait, il va publier réellement que cette entreprise elle a été créée et voici les codes d'activité.
Donc, c'est un document. Donc, à la sortie en payant le notaire, vous allez avoir 3 documents en main, le bail de location, les statuts et le BOAL. Voilà, sur la base de ça, ce n'est pas encore terminé dans la création de votre entreprise. Eh bien, ben oui, hein, c'est ça, c'est très lent, ça coûte l'argent, mais vous n'avez pas encore assez dépensé. On continue vers le registre de commerce. Alors, le registre de commerce, avant d'aller demander votre registre de commerce, vous devez payer ce qu'on appelle une quittance chez les impôts. C'est la quittance de création du registre de commerce. Ça coûte 4 000 dinars. Donc, vous devez bien sûr joindre pour payer ça une copie de la pièce d'identité, des statuts, du droit, etc., etc. Bref, allez chez les impôts, chez une recette des impôts et demandez à payer la quittance pour le registre de commerce. On va vous demander 4 000 dinars. Vous avez la quittance en main, donc comme vous le voyez sur cet écran. Vous allez chez le registre de commerce. Alors, chez le registre de commerce, encore une fois associé à l'adresse de votre siège, on va vous donner le formulaire que vous voyez, donc vous allez le remplir. Grosso modo, l'adresse, qui est le gérant, les codes d'activité surtout, à droite. Donc, vous allez remplir le formulaire. Voilà, les codes, vous allez mettre, bien sûr, les codes d'activité qui vont apparaître sur le registre de commerce et qui doivent être présents sur vos statuts. Ça, il faut faire très attention. Encore une fois, sur le registre de commerce, le nombre de codes d'activité est limité à 17. Et comme je vous l'avais expliqué tout à l'heure, vous ne pouvez pas avoir des codes d'activité extrêmes qui n'y ait pratiquement pas de relation entre eux. Donc, on peut vous bloquer le registre de commerce, mais j'ai donné tout à l'heure l'exemple, je suis boulanger, donc j'ai le code d'activité de la boulangerie et j'ai un code d'activité qui s'appelle construction industrielle. Vous voyez qu'il n'y a pas trop une grande relation. Donc, le registre de commerce peut refuser les 2 codes en même temps sur le même registre de commerce. Donc, vous remplissez tout ça. Bien sûr, vous allez joindre au formulaire Hadaya 1, donc le BOAL, le bail de location et les statuts Tawacom. Donc, chaque document que vous allez avoir, il redonne les documents JAI. On va le joindre à chaque fois. Donc, vous déposez chez le registre de commerce, en plus de la quittance, et en payant aussi les frais de registre de commerce. Et oui, vous allez payer à chaque fois, bien sûr. Alors, les frais de création du registre de commerce, ils sont calculés comment? En fait, le premier code que vous allez mettre sur votre registre de commerce, il coûte à peu près 10 000 dinars. En fait, c'est 9 800 et quelques. Disons 10 000 dinars pour arrondir. Donc, 10 000 dinars, le code d'activité, le premier code que vous allez mettre, n'importe quel code, il coûte 10 000 dinars. Au-delà de ce code, vous allez rajouter, en principe, c'est 250 dinars par code d'activité. Donc, premier code, 10 000 dinars. Chaque fois que vous avez un code, c'est environ 250 dinars. Donc, si vous avez 10, donc vous avez 9 fois, si vous avez 11 pour faire simple, donc c'est 10 000 dinars plus 10 fois 250, donc 2 500 dinars. Donc, ça va vous coûter 12 500 dinars le registre de commerce. Donc, alors, pour le dépôt, pour les délais, alors j'en ai pas parlé. Les notaires, les délais, il n'y a pas de délai fixe. Donc, à l'hsab le notaire, à l'hsab de la charge de travail, etc. Pour le registre de commerce, il s'engage à vous générer, à vous donner votre registre de commerce au bout de 48 heures. Donc, généralement, les registres de commerce, c'est dépôt sabah et récupérer la chia. Donc, le cas du registre de commerce, donc déposer sabah, 48 heures après l'après-midi, vous pouvez récupérer le registre de commerce. Alors, j'ai testé, ça marche. 48 heures, le registre de commerce. Okay, après, mais voilà l'engagement. 48 heures, vous avez votre code d'activité. Donc, pardon, votre registre de commerce. Donc, voici le registre de commerce. C'est un document, une feuille en papier cartonné qui ressemble à ça. Donc, on y voit le numéro du registre de commerce. Voilà. Et on y voit sur le dos donc, le nom de l'entreprise, le gérant, le capital social TAHA et les codes d'activité de l'entreprise Hadia qui a été créée. Alors aujourd'hui, il y a même le petit QR code sympa sur le registre de commerce pour vérifier que machine de donc, vous pouvez toujours le scanner avec l'application le registre de commerce pour vérifier que machine de ou là, quand vous avez un client louche ou là, le registre de commerce, scannez le QR code تاعو باش تعرفوا إذا مدرح ولا. Alors, on a une question. Je prends ça live. À combien le code? Alors, premier code d'activité, le registre de commerce, c'est 10 000 dinars. D'accord? Après, chaque code Zido, ça va vous coûter 250 dinars. Donc, voilà, si vous faites un seul code sur le registre de commerce, un seul code d'activité, c'est 10 000 dinars, millions, à peu près, 9 800, 10 000 dinars.
Sinon, ce sera 250 dinars de plus pour chaque code. Voilà. Donc, ça ne va pas aller au-delà, je pense, de 13 000 dinars, quelque chose comme ça, votre registre de commerce. C'est bon, c'est clair, Nadjas? Je prends ça pour un oui. OK, donc, sur votre expérience de création d'entreprise, dans votre parcours de création d'entreprise, vous avez votre bail de location, votre statut, votre BOAL et votre registre de commerce en main. Ça va vous permettre d'aller vers la suite qui sont l'existence chez les impôts. Donc, vous allez toujours par rapport à l'antenne des impôts, kiff, dépendamment du siège social de votre entreprise, vous allez être affecté à une inspection des impôts et à une recette des impôts aussi. Donc, généralement, c'est pratique. Allez, sur Alger, c'est dans chaque daïra, pratiquement, qu'il y a une inspection des impôts. Généralement, c'est dans chaque wilaya. Après, ça dépend de la wilaya, Kbira, Sfera, etc. Mais généralement, dans chaque wilaya, il y a une inspection des impôts. Donc, vous allez chez les impôts, chez l'inspection des impôts, qui vous reçoivent le dimanche et le mardi bark. Donc, c'est dimanche, mardi, jour de réception. Les autres jours, mais le compte. Donc, vous allez déposer, bien sûr, une demande manuscrite, une copie de la pièce d'identité du gérant, un extrait de naissance du gérant, la résidence du gérant, une copie du registre de commerce, une copie des statuts, une copie du BOAL, une copie du bail de location et surtout, généralement, un spécimen de signature. Les meilleurs la création d'entreprise, l'existence, parce qu'ils savent toujours le spécimen de signature. C'est quoi le spécimen de signature? En fait, c'est une lettre que vous adressez à l'inspection des impôts en disant « Bonjour, voici comment je signe, merci cordialement, au revoir ». Voilà, pour résumer. En fait, vous devez faire un courrier, une lettre, enfin, une feuille 21-27, une lettre que vous adressez à l'inspection des impôts en question et vous leur dites « Je m'appelle Flan, je suis le gérant de l'entreprise que je suis en train de créer et voici comment je signe ». Donc, vous signez, gardez-la chez vous. Voilà, donc tout ce dossier, vous le soumettez. On va vous donner ce petit certificat qui s'appelle le certificat d'existence. Alors, c'est un nom un peu faux, j'ai envie de dire, parce que vous allez voir après, il y aura un autre document qui s'appelle le certificat d'existence. Mais par abus de langage, l'existence. Comme l'existence, on parle de ça. Alors, le document fait quelque chose de très important. Vous voyez qu'il est écrit à la main, c'est très moche. Mais il y a un numéro qui est très important, qui est bien le certificat d'existence. Il y a ce qu'on appelle le numéro d'article d'imposition. Donc, avec le numéro, il est déjà affilié à votre entreprise. Donc, votre entreprise va porter un numéro, le premier numéro TAHA, qui s'appelle le numéro d'article d'imposition. Et ça, quand vous établissez une facture, etc. Donc, les le numéro d'article, en plus d'autres numéros. Donc, dans l'inspection des impôts, dimanche ou la mardi, d'accord, déposer le dossier il vous sur place généralement, comme le certificat d'existence, vous faites surtout vérifier le numéro d'article d'imposition. C'est un numéro à plusieurs chiffres, je sais plus, et qu'on va vous remettre. Donc, vous avez votre petit certificat. Sur la base de ça, vous allez sur le site web du ministère des Finances. Ils ont créé un site web pour demander ce qu'on appelle le NIF. Alors, le NIF, c'est quoi? C'est le numéro d'identification fiscale. Maintenant, aux yeux des impôts, on va vous donner un numéro. Et c'est ce numéro, les impôts. D'accord? Alors, le NIF, comment est-ce qu'on le demande? Aujourd'hui, ils ont commencé à digitaliser la chose. En fait, il faut aller sur le site web de la Direction générale des impôts, qui est associée à la Direction des finances. Donc, tapez Google site web NIF Algérie, donc, sur le site web, vous demandez par exemple le NIF, voilà, donc je demande le numéro d'identification fiscale. En fait, vous remplissez les informations, donc le siège, le nom de votre entreprise, l'adresse, le numéro de registre de commerce, le code d'article fiscal, l'existence. Vous tapez les informations et vous faites la demande de votre NIF. Alors, 72 heures après, donc 72 heures après, vous allez récupérer le document qu'on appelle le NIF. En fait, c'est une feuille que vous allez imprimer et faire le NIF, le numéro d'identification fiscale. Donc, c'est un numéro qui est associé à votre entreprise. Le document, imprimé, les impôts
dimanche ou mardi, وين راح يكاشيو لكم على هذا le document باش يكون valide. Voilà, comme ils ont digitalisé à moitié. Vous faites la demande en ligne, يخرج لكم document, mais vous êtes obligé تعاودوا توليو لهم باش يكاشيوه. Donc c'est pas top en termes de process, mais voilà, et ça vient بالعقل. Donc ça c'est gratuit, ما تخلصوا والو chez les impôts. C'est un peu نضحك parce que après vous allez payer les impôts. Donc مازال vas-y قبا الكوارط معليش après تبدا تخلصوا les impôts مازال. Donc je reprends le process تاعنا باش ما تلفلكمش. On a notre bail de location, le BOA, les statuts, le registre de commerce, l'existence avec le numéro d'article d'imposition et le NIF. Avec tout ça, on va chez un autre organe qui s'appelle, enfin, avant ça, vous devez dire je commence mes activités. En fait, chez les impôts, pour eux, vous n'avez pas encore commencé à commercialiser, vous n'avez pas encore commencé votre activité. Maintenant, vous pouvez créer l'entreprise et ne pas payer d'impôts, ne pas être contraint de déclarer vos impôts mensuellement si vous êtes une URL, sauf si vous dites j'ai commencé mes activités. Parce que certains vont créer l'entreprise, mais ما يبداوش يبيعوا, ما يبداوش commercialiser, ما يبداوش recruter الناس, etc. qu'après un certain moment. Donc, vous avez juste créé l'entreprise. Donc, si je crée mon entreprise et je décide le début de mes activités, là, je vais y aller chez les impôts, toujours l'inspection des impôts, et je vais leur dire, je veux commencer mes activités vis-à-vis des impôts. Donc là, vous voyez, là, je pense que l'existence, c'est un abus de langage. Donc, vous allez remplir un formulaire qui s'appelle la déclaration d'existence. En fait, vous allez juste remplir vos informations, le nom de l'entreprise, le nom du gérant, le numéro du registre des commerces, le NIF, le numéro d'article d'imposition, quelles sont vos activités et la date de début de l'activité. Donc, c'est la date. L'établissement de ce document dit que voilà, j'ai commencé mes activités et à partir d'aujourd'hui, je vais commencer à déclarer mes impôts que je paye ou que je paye zéro, ce n'est pas le problème, mais vous allez commencer à déclarer vos impôts. La période maximum pour démarrer l'activité. Alors, vis-à-vis de la loi, il n'y a pas vraiment de conditions, mais il ne faut pas traîner trop, parce que c'est flou. Alors, il n'y a pas de règles en général, mais vous allez voir tout de suite après que vous pouvez avoir des problèmes avec la CASNOS surtout. Mais il n'y a pas de règle générale par rapport à la période maximum pour démarrer l'activité. Donc, vous pouvez, mais généralement, ne tardez pas trop. Sinon, ils peuvent vous causer problème, justement parce que la loi est floue. Mais il n'y a pas de règle générale par rapport à la période avant de démarrer vos activités. Parce que le risque que vous prenez, c'est que si vous tardez trop, يقدروا يتوسوسوا لك يقول لك نو كنت تبيع ودير وما كنتش déclarer les impôts تاعك. Ils peuvent l'interpréter comme ça. Tu as commencé ton activité, tu n'as juste pas voulu démarrer l'existence parce que pour ne pas payer d'impôts. Donc, ils peuvent l'interpréter de cette façon-là. C'est pour ça que je dis, vous pouvez retarder la déclaration d'existence d'ACOM, mais pas trop. يقدروا يتوسوسوا لكم. Merci encore, Narjis, pour tes questions. Alors, j'enchaîne. Donc, à partir du moment où vous établissez la déclaration d'existence, vous avez en main 10 jours, Ashriyam, pour aller voir ce qu'on appelle la CASNOS. Aller voir la CASNOS pour être affilié à la CASNOS. Dans le sens où, quand vous êtes chef d'entreprise, vous êtes le gérant et votre nom apparaît sur le registre de commerce, vous êtes censé aller voir la CASNOS parce que vous êtes affilié à la CASNOS en termes de sécurité sociale. Donc, en termes de sécurité sociale, etc., vous dépendez de ce qu'on appelle la CASNOS, donc la caisse d'assurance des non-salariés. Et Hadoma, vous avez 10 jours à partir de la déclaration d'existence d'aller vous affilier, sinon on va vous imposer des pénalités de retard. Donc, faites très attention, c'est 10 jours après la déclaration d'existence. Donc, c'est un formulaire à remplir en plus de la copie de la pièce d'identité, fiche familiale, l'état civil, copie du registre des commerces et copie des statuts. Donc, tout ça, c'est disponible sur Internet. Vous pouvez télécharger le formulaire ou la CASNOS, toujours associé
à l'adresse de votre entreprise. Donc, si vous êtes dans une région, il y a toujours une case NOS qui est associée à la région. Donc, vous aurez votre affiliation qui ressemble plus ou moins à ça. Il y a une autre limite de 10 jours, c'est quand vous recrutez quelqu'un. Quand vous recrutez un salarié, vous avez en main 10 jours pour le déclarer. D'accord? Plutôt pour déclarer l'entreprise auprès de la CNAS. Je suis fatigué. Donc, au vu de la CNAS, de la Caisse nationale des assurés sociaux, vous devez déclarer votre entreprise que vous existez, que vous allez commencer à recruter des gens. Ben, cette déclaration, elle doit se faire 10 jours après le recrutement de votre maximum 10 jours après le recrutement de votre premier salarié. Donc, si je décide de recruter des gens, je dois d'abord aller chez la CNAS, dire la CNAS, j'existe, je suis une entreprise, j'ai été créée et je veux commencer à recruter des gens pour après les déclarer auprès de la CNAS. Donc là aussi, vous avez 10 jours en moins, sinon on va vous mettre des pénalités de retard. Donc, je reprends le fil de ma présentation. On a parlé, on a le BOAL, on a le bail de location, on a les statuts, on a le registre de commerce, on a le NIF, on a la CASNOS censée déclarer affilié, le montant des cotisations. Alors, le montant minimum des cotisations, si je ne me trompe pas, il est 32 000 ou 34 000 dinars. Par contre, c'est le minimum. Donc, quand je crée mon entreprise, les cotisations annuelles, c'est ça. Mais les cotisations, ils dépendent principalement du chiffre d'affaires de votre entreprise. Donc, si vous allez sur le site web de la CASNOS, il y a un petit algorithme, ça a l'air hyper compliqué, qui peut aider une jeune startup à faire tous ces projets. Ben, c'est pour ça que Malcolm a un workshop spécial pour la création d'entreprise. Parce qu'on sait que c'est compliqué. Mais c'est en fait, alors, pour répondre, je reviens à ta question dans tout ça. Pour reprendre à Yamina, c'est vrai que c'est long, c'est compliqué, mais la loi, elle est comme ça. Aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneurs et d'acteurs de l'écosystème demandent à ce on ait ce qu'on appelle le guichet unique, comme c'est un peu partout, où on est au seul endroit, on crée l'entreprise. Mais malheureusement, aujourd'hui en Algérie, il faut de gauche à droite avec beaucoup de paperasse, surtout du temps et de l'argent. Donc, pour revenir à Narges, par rapport au montant des cotisations, si vous allez sur le site web de la CASNOS, le site web de la CASNOS, il y a un onglet très sympa qui vous permet de calculer le montant de vos cotisations, dépendamment de la date, enfin de la période, et dépendamment du chiffre d'affaires. Donc, si vous êtes à 0 dinar de chiffre d'affaires parce que vous êtes en création, le minimum en principe de mémoire, c'est 32 ou 34 000 dinars annuels. Après, chaque année, dépendamment de chaque dirham, etc. Donc, mais il y a le petit algorithme assez sympa. Tapez au burk la date et le chiffre d'affaires pour vous aider à calculer tout ça. Donc, Yamina ma تخافيش, la présentation elle est disponible. Vous êtes لك نعاودوا لك تكتبينا في الواتساب ونقدروا نعاونوك, il n'y a pas de problème. Mais oui, c'est comme ça. La création d'entreprise en Algérie est très complexe. C'est comme ça. Pour l'instant, on espère que ça va s'alléger, devenir moins compliqué et moins cher aussi. Mais pour l'instant, au jour où je vous parle, c'est comme ça. Donc, prochaine étape. Alors, une autre question avant que j'enchaîne, c'est facultatif pour l'affiliation à la CASNOS. Facultatif, dans quel sens? Je n'ai pas compris. Ce que tu veux dire par facultatif, c'est lazim déclarer. Hein? Le gérant, il doit se déclarer au prix de la… C'est obligatoire, oui. C'est la loi. Pour les personnes qui apparaissent sur le registre de commerce, le gérant ou les co-gérants, à partir du moment où votre nom apparaît sur le registre de commerce, vous avez l'obligation de vous affilier à la CASNOS. C'est une obligation de la loi. Et sinon, vous aurez des pénalités de retard. On va vous pénaliser. Une vraie mafia. C'est discutable parce que c'est un peu le système de la sécurité sociale. Hein. C'est les cotisations qui permettent après de se faire rembourser ces médicaments, d'avoir de la prise en charge médicale, etc. C'est discutable, mais voilà, c'est un peu le principe des impôts. C'est en payant des impôts que vous avez des routes, que vous avez de l'école gratuite, etc. Et c'est la même chose avec la sécurité sociale. Donc ça, c'est le concept de la cotisation universelle, j'ai envie de dire. Donc, c'est obligatoire, oui. C'est au
au risque de se faire payer de payer des pénalités de retard. Karim, tu voulais rajouter quelque chose? Je disais, حبيت تروح الحبس, c'est tout. Attention, faut pas déconner avec ces choses, hein. Donc, les cotisations, les impôts, surtout les impôts, faut pas déconner. Faut payer, faut être sûr, faut être aware, comme dirait Jean-Claude Van Damme, faut être aware de ces problématiques. Parce que mes femmes, pour eux, c'est pas match fahm. Pour eux, tu évites de payer. Donc, voilà, hein, c'est de l'évasion fiscale. Les limites du système de cotisation ne remboursent pas le congé de maternité. Ah, tu nous prends sur un autre débat. Narjaz, tu crées ton entreprise, tu es gérante, tu t'affilies à la CASNOS et tu payes les cotisations. Basta. Tu payes les cotisations, ça c'est un autre débat. Je ne vais pas rentrer trop dans le débat parce qu'il y a encore d'autres choses, mais n'hésite pas à me poser tes questions tout à l'heure. Alors, désolé pour le mot, mais c'est comme ça. C'est exactement ça, Amira, merci. Mais oui, vous devez, en tant que chef d'entreprise, en tant que gérant, en tant qu'acteur, fondateur de votre entreprise, vous devez connaître ces choses-là parce que, comme les impôts, la CASNOS, ils ne vont pas dire que ils vont dire que vous savez, vous ne payez pas. Donc, il faut vraiment vous renseigner, être aware, je reprends Jean-Claude Van Damme, et payer le plus normalement du monde, être réglo. Sinon, dans un premier temps, vous risquez des pénalités, donc vous allez payer plus, mais dans certains cas, vous risquez la prison, donc des poursuites judiciaires. Donc, faites très, très attention avec ces histoires-là. Il ne faut pas rigoler. Donc, l'Office national des statistiques, c'est le prochain document que vous allez obtenir ou le prochain code pour votre entreprise qui s'appelle le NIS. Donc, vous avez eu tout à l'heure le NIF. Aujourd'hui, il faut aller demander ce qu'on appelle le NIS, donc le numéro d'identification statistique. En fait, c'est un document que vous allez demander auprès d'une des antennes de l'Office national des statistiques, donc ONS, l'Office national des statistiques. Ils sont présents partout en Algérie, dans chaque wilaya, il y a une antenne TAHOM. Donc, vous allez les voir et vous demandez votre affiliation à leur base de données. Pour ceux qui ont déjà une activité, Mahdi, explique. Tu peux parler, je pense, hein, je n'ai pas compris. Tu vois, ils ont déjà une activité. déjà, Sofiane. Ah, déjà son entreprise. Alors, tu as le droit de créer ton entreprise si tu es salarié. Moi-même, par exemple, je suis salarié chez Brinco et j'ai mon entreprise. Par contre, ce qu'il faut faire attention dans le cadre à la création d'entreprise, c'est les gens qui travaillent dans les administrations publiques, chez l'État. Parfois, l'État, en termes de fonction publique, interdit la création d'entreprises dans certains postes. Par exemple, les hauts fonctionnaires de l'État dans les ministères, etc. Eux, ils ont interdiction de créer des entreprises ou d'avoir un deuxième emploi en parallèle. Par contre, si vous êtes, par exemple, comme moi, salarié dans une entreprise privée, ben, vous pouvez le plus normalement du monde créer une entreprise tout en étant salarié. Et là, par contre, vous serez, en termes de cotisation sociale, je reprends, cotisé à la CNAS et à la CASNAS. Ça paraît un peu pas juste, mais c'est comme ça. Aujourd'hui, la loi, elle n'est pas super. Mais pour revenir à ta question, oui, Mehdi, quand tu es salarié, tu as le droit de créer ton entreprise. Il faut faire attention juste à ce que, l'entreprise ou l'État ou une actridem ou l'institution ne te l'interdit pas en termes de contrat que tu as signé avec eux, ou là, etc. Mais sinon, vis-à-vis de la loi, il n'y a rien qui l'interdit. Je reprends, donc chez l'Office national des statistiques ou une des antennes de l'Office national des statistiques avec une copie du registre de commerce, une copie du NIF et on va vous demander le cachet. Donc là, un magasin qui fait les cachets, demandez-le le cachet rond ta شركة تاعكم. Donc, généralement, le cachet rond, حطوا فيه كلش, حطوا فيه le nom de l'entreprise, l'adresse, le NIF, le numéro de registre, ديروا فيه كاع les informations, باش يكون pratique. Et donc, vous allez remplir ce petit formulaire, حطوا le cachet تاعكم, déposez le dossier et généralement un jour après, parce que voilà, c'est rapide généralement, c'est gratuit aussi, vous allez récupérer votre numéro d'identification statistique.
Donc, le NIS, c'est une feuille, fait un numéro. Voilà, qui dit l'entreprise Flania, elle s'est déclarée auprès de l'Office national des statistiques avec ce code-là. Donc, avec ça, vous avez pratiquement fini votre création d'entreprise et vous avez tous les documents nécessaires pour votre entreprise. Ce qui reste maintenant, c'est bien sûr la création du compte bancaire. Parce que au début de la présentation qui est notaire pour la création des statuts, vous avez déposé le capital ou du moins ou peut-être la moitié de votre capital social. Hadouk Daraham, je vous l'avais dit tout à l'heure, il reste bloqué le temps de la création d'entreprise, le temps de la création du registre de commerce. À partir de là, le notaire va vous redonner le chèque tel capital comme il y a dépenser. Par contre, vous devez le déposer dans un compte bancaire. Donc, vous allez chez n'importe quelle banque, vous demandez à créer un compte bancaire. Alors, la paperasse, c'est toujours la même. Une photocopie. Donc, vous avez la pièce d'identité du gérant, extrait de naissance du gérant, résidence du gérant, registre de commerce, la déclaration d'existence avec le numéro d'identification fiscale, le NIF, le NIS, le bail de location, les statuts, le cachet, tout ça, plus des formulaires à remplir, vous allez créer un compte bancaire. Sur ce compte bancaire, vous allez déposer le chèque du capital et vous avez votre compte bancaire entreprise et vous avez mis dessus les premiers pesos qui sont le capital social de l'entreprise. En créant votre compte bancaire, c'est bon. Là, comme il reste quelque chose. Ce n'est pas encore fini. Oui, Yamina Mazel, c'est encore lent, mais c'est comme ça la création d'entreprise en Algérie. Il y a d'autres obligations légales qui sont ce qu'on appelle l'assurance RC Pro. Alors, l'assurance RC Pro, c'est une assurance, police d'assurance que vous allez faire chez n'importe quelle compagnie d'assurance. Pratiquement Camel, normalement, en général, la propose pour assurer votre activité. Alors, c'est pareil, tout un dossier, registre de commerce, le NIF, le NIS, le bail de location, les statuts, les cachets, etc., etc. On va vous demander tout ça. Et dépendamment de ce que vous voulez assurer en termes de biens et en termes d'activité, on va vous chiffrer ça. Minimum, généralement, le minimum qui m'a déclaré pratiquement c'est environ 8800 dinars. Alors, j'ai une question. Si on arrête le processus de création, peut-on récupérer les 50% déposés chez le Trésor? Alors, les 50% déposés chez le Trésor, vous pouvez les récupérer à partir du moment où vous créez le registre de commerce. Qui te crée le registre de commerce, le registre de commerce, le notaire, il y a comme chèque. Donc, c'est à partir de l'étape création du registre de commerce que vous récupérez le chèque le capital, ou 50% du capital. Mais sans le registre de commerce, le notaire ne regarde comme ça. Vous avez compris. Donc, c'est à partir du registre de commerce qu'il regarde comme chèque. Ou chèque hadak, vous allez le déposer sur le compte bancaire. Et le compte bancaire, vous créez, vous allez le process. Voilà, le chèque en lui-même, c'est à partir du registre de commerce. Donc, je disais, par rapport à la RC Pro, l'assurance, c'est une obligation de la loi. Hein. Vous êtes obligé de la faire. Là, certains ne le font pas, par oubli ou là, mais c'est une obligation de la loi. Vous êtes obligé d'assurer votre activité et d'avoir une assurance RC Pro, tout simplement. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Voilà, donc, je reprends tout ce grand processus, c'est compliqué et ça coûte de l'argent surtout. Pour résumer tout ça, alors à gauche, ce que vous voyez à gauche, c'est grosso modo le temps que ça va prendre. Alors, toute cette paperasse, tout ce parcours, il peut vous amener normal 2 mois de temps. En 2 mois, 2 mois pour avoir tout ça. C'est-à-dire même la dénomination, l'assurance RC Pro, etc. Ça peut prendre 2 mois. Après, à vous d'optimiser. C'est-à-dire si vous, au début, vous les extraits de naissance, les photocopies de la carte nationale, le notaire, les mains de bzaf khidma باش يجوز لكم, les impôts تروحوا لهم بالحد وثلاثه باش تيفيتيو parce que quand تروحوا لهم باثنين يقول لكم عاودوا لي parce que parfois vous pouvez perdre des journées comme ça. Mais il faut savoir que le process, il est lent. Et
la seule chose, pratiquement, qui m'a le registre de commerce aujourd'hui, le 48 heures, le NIF, c'est 72 heures, le NIF, c'est pratiquement une journée. Le seul le planning, c'est-à-dire la seule chose que vous ne contrôlez, dont vous ne contrôlez pas la durée, c'est le notaire. Quand vous allez faire les statuts comme le bail de location, là, vous dépendez de la charge de travail d'un notaire, les trieurs. Et encore une fois, vous pouvez choisir n'importe quel notaire. Hein. Mais il donne notaire يقول لك عندي بزاف خدمه donc le dossier تاعك مازال ما يجوش يقدر يعطلكم. Je pense de mon expérience, nous le notaire qui est déposé là, باش عاود عيط لنا pour signer dans le cas تاع les statuts et le bail de location, je pense que c'est 2 à 3 semaines. Vous voyez, donc ça peut aller 2-3 semaines. Donc, vous voyez que le notaire, c'est une variable inconnue en termes de temps. Comme il est rapidement, ça dépend du notaire. Donc, pour le reste, généralement, les délais, c'est négociable. Après, ça dépend des administrations. Mais généralement, qui marche comme le registre de commerce, c'est 48 heures. La dénomination, généralement, c'est le jour même, voire 24 heures. Le NIF, c'est 72 heures de chiffre contre la plateforme, etc., etc. Mais par expérience, quand on a testé, etc., nous, ça nous a ramené à environ 60 jours. شهرين باش قدرنا نديرو كلش vraiment كلش, c'est-à-dire le compte bancaire, la RC Pro, etc. En termes de budget, il y a une partie fixe et une partie variable. La partie fixe, c'est des frais vraiment incompressibles de la création de votre entreprise. La dénomination, c'est un prix affiché de manière. La CatNat, l'assurance, c'est variable. Ça dépend du bien, de la durée de la CatNat, etc. Les frais de notaire, fixe et variable. Fixe dans le sens, ils sont réglementés. Donc, il y a un barème, les notaires qui est partout pareil. Donc, les notaires à l'Algérie kiff. Par contre, les frais de notaire dépendent du montant de la location. Donc, c'est des barèmes. Si c'est inférieur à 500 000 dinars la location, si c'est supérieur, etc., etc. Donc, ça, vous pouvez après consulter ça, c'est proposé. Le capital social aussi, parce qu'encore une fois, vous êtes obligé de mettre au moins 50% du capital social à la création. Donc, si vous voulez mettre un grand capital social, vous devez avoir au moins 50% en main. D'accord? Les frais de registre de commerce, donc ça tourne autour de 10 000, 12 000, 13 000 dinars. Voilà, c'est pas plus. La quittance, les registres de commerce, c'est 4 000 dinars. Le cachet, le cachet, c'est 2 000 dinars environ. Si vous voulez protéger les frais, alors, il y a une question. Pour un fonctionnaire, ça se passe comment? Alors, je reprends la même réponse que j'avais faite tout à l'heure à Mehdi. Quand vous êtes salarié d'une entreprise et que vous voulez créer votre entreprise, rien ne vous interdit vis-à-vis de la loi. Par contre, ce qui peut vous bloquer, c'est des engagements contractuels par rapport à votre employeur. Donc, si votre employeur, type l'État, donc je suis dans la fonction publique, je suis cadre d'un ministère ou là, c'est clair que la loi vous interdit d'avoir une entreprise ou une deuxième fonction. Dans certains postes, on leur interdit même y démissionner, des missions de consulting, etc. Donc, pour revenir à ta question, et je donnais l'exemple sur moi-même, moi je suis salarié chez Brinco et je suis chef d'entreprise. Donc, rien ne me l'interdit. Contractuellement, vis-à-vis de Brinco, ça ne me l'interdit pas. Et vis-à-vis de la loi, ça ne m'interdit pas. Par contre, dans certaines entreprises, et notamment la fonction publique, donc l'État, on peut vous interdire ça. Donc, il y a des textes, des lois qui régissent la fonction publique qui interdisent à certains postes d'avoir un double emploi, donc d'avoir des missions de conseil, de consultant ou là, et aussi de création d'entreprise. C'est pour ça, généralement, إذا كش واحد من la fonction publique ou là, jamais تلقاوه عنده شركة. تلقاو داير شركة باسم مرته باسم وليده, etc. Parce qu'ils n'ont pas le droit. Mais par contre, un de vos proches, oui. D'accord? Donc, j'espère que c'est clair, Yamina. Vis-à-vis de la loi, oui, tu peux. Vis-à-vis de ton employeur, je ne sais pas. Ça dépend. Faut confirmer. Surtout la fonction publique, il faut bien se renseigner parce que généralement, certains postes, on interdit la création d'entreprises à la personne.
Donc, je refais le point budget. Donc, il y a une partie du budget qui est fixe, qui est incompressible. Et elle tourne autour de 200 000 dinars. Donc, 194 000, allez, 200 000 dinars. Donc, 20 millions. Vous ne pouvez pas moins. Ça ne peut pas 20 millions. Après, ça, c'est sans compter le montant du bail de location. C'est-à-dire, شحال راكم حتخلصوا الكريه تاع اللوكال تاعكم تاع لو siège تاعكم. Et là, encore une fois, على حساب واش تكريو. Il y a des offres de domiciliation d'entreprise, donc ils vous permettent juste d'avoir un document pour une adresse, quoi. Ils vous font juste le bail, mais vous n'avez pas accès au bureau. Donc ça coûte pas cher. Aujourd'hui, parmi les offres les moins chères, je pense que ça tourne autour de 8 000 dinars par mois. Voilà, ça c'est vraiment l'offre de domiciliation la moins chère qu'on a pu trouver aux environs d'Alger. Après, ailleurs, vous pourrez trouver moins cher. Mais voilà. Donc voilà ce que ça coûte, voilà ce que ça prend pour créer une entreprise en Algérie. Ça peut prendre jusqu'à 2 mois de temps pour créer une entreprise et ça va vous coûter minimum environ 200 000 dinars pour créer votre entreprise en Algérie. Et encore une fois, je ne parle que de la paperasse. Je ne parle pas d'investissement, je ne parle pas d'acheter du mobilier, je parle juste de la paperasse. Pour les startups, normalement, on n'a pas à payer le loyer. Ben si, aujourd'hui, il n'y a pas de texte réglementaire qui interdit aux startups de payer de loyer. Alors, il y a un texte de loi pour certaines activités. Le fondateur, enfin, le gérant, les fondateurs peuvent utiliser leur adresse personnelle comme siège de l'entreprise pour certaines activités. Ce n'est pas un texte de loi. C'est pas un texte de loi. C'est un simple circulaire du ministère du Commerce. Donc, il faut faire très attention avec ces bouts de papier. Exact. Il y a 6 codes d'activité qui sont soi-disant non domiciliés. Mais encore une fois, dans la démarche que tu as adoptée pour la création d'entreprise, le problème, c'est qu'au niveau du registre de commerce, ils ne vont pas vous demander le bail de location. Mais au niveau de la création de les statuts, ça va être nécessaire. Sauf si vous êtes un artisan et ou une personne physique. Merci, Karl. Donc, pour certaines activités, oui, mais il faut faire attention avec ça. Généralement, si vous avez des codes d'activité, je dirais classiques, vous devez avoir une adresse. J'ai un code spécial pour la startup. J'ai eu un code spécial pour la startup Garené. Il faut te renseigner. Franchement, il faut bien se renseigner auprès du registre des commerces parce qu'ils peuvent vous bloquer et surtout vous renseigner aussi auprès du notaire. Parce que c'est le notaire qui va établir les statuts et c'est donc le notaire qui va vous demander l'adresse de votre entreprise. Il faut d'abord demander chez le notaire, est-ce que vous pouvez le faire ou pas. Et après, derrière, vous devez demander aussi auprès du registre des commerces. Le registre de commerce, mais il demande le bail de location. Yes, Mehdi, tu as levé la main. Black stop. Non, rien, fausse manip, désolé. Ok. Voilà, donc j'arrive. Salut Sofiane, Ouais, j'ai une salut, question. Amir. Merci beaucoup pour la présentation. J'ai une Ouais. question par rapport aux impôts. Donc, au niveau d'impôts, par exemple, il y a deux modes. Il y a le mode réel ou qu'il y a forfaitaire. Qui décide? Est-ce que tu vas vers le forfaitaire ou le réel? Alors, depuis sur la quelle loi base? des finances 2020, toutes les personnes morales, toutes les entreprises avec un statut juridique de personne morale sont sur le réel. Avant 2020, on pouvait choisir. C'est-à-dire quand on crée une entreprise morale, on était, surtout les SAR, les EARL, on était systématiquement sur le forfaitaire. Vient la loi des finances 2020 et elle dit toute personne morale doit être sur le réel. Donc, elle n'a pas à choisir. Les seuls qui ont le droit encore d'être sur le forfaitaire, c'est certaines professions libérales et les personnes physiques. Mais en tant que personne morale, le cas que j'ai montré ici, donc une EARL, une SARL, vous êtes systématiquement sur le régime réel. Donc, on ne peut plus choisir depuis la loi des finances 2020. Juste pour bien expliquer, باش يعرفوا شنو هي la différence entre le réel
Alors, forfaitaire. ben, je te Peut-être, fais un mot, mais c'est quoi le régime réel et forfaitaire? En fait, le régime réel, c'est une déclaration mensuelle de vos impôts dans ce qu'on appelle le G50. Donc, chaque mois, chaque 20 du mois, on va chez les impôts pour déclarer nos dépenses et nos rentrées d'argent, pour faire simple. Et vous payez des impôts selon ce que vous gagnez, selon le chiffre d'affaires que vous faites sur le mois précédent. Donc ça, c'est chaque mois. Le régime forfaitaire, non, c'est à la fin de l'année que vous déclarez votre chiffre d'affaires. Grosso modo, c'est ça, pour ne pas trop rentrer dans le détail, mais c'est principalement ça. Donc aujourd'hui, bien sûr, le forfaitaire, ce n'est pas juste une déclaration en fin d'année, puisque si vous dépassez un certain seuil de chiffre d'affaires, vous tombez sur le régime réel, etc. Donc, pour faire simple, c'est par rapport à la déclaration de votre chiffre d'affaires auprès des impôts. Si vous êtes dans le réel, c'est mensuel. Si vous êtes dans le forfaitaire, c'est annuel. Mais comme je le disais sur la loi des finances 2020, les personnes morales, donc les SAR, les EARL, sont systématiquement dans le régime réel. Donc, vous avez une déclaration mensuelle de vos impôts. Une autre question dans le chat, comment avoir des avantages fiscaux? Alors, très bonne question. Il y a beaucoup de façons d'avoir des avantages fiscaux. Je pense qu'on peut même faire un workshop pour ça, mais rapidement, les avantages fiscaux on les obtient à partir de mécanismes de l'État. C'est l'État qui donne les avantages fiscaux. Première chose. Deuxièmement, vous avez beaucoup d'organismes qui vous donnent accès aux avantages fiscaux dépendamment de votre projet. Exemple simple que vous connaissez tous, c'est l'ANSEJ. L'ANSEJ vous donne accès à des avantages fiscaux pendant 3 ans, que vous pouvez renouveler encore 2 ans si vous faites une demande, etc. Il y a d'autres, par exemple, pour certains projets, c'est l'ANDI, l'Agence nationale de développement de l'investissement. Pour certains projets, elle peut vous donner droit à des avantages fiscaux. Donc, dépendamment de votre projet et chez qui vous allez, vous pouvez avoir des avantages fiscaux. Ça, il n'y a pas de règle générale. Donc, dépendamment de l'organisme et du programme Litconofé, il vous donne accès à certains avantages spécifiques. Donc, dépendamment de ce que vous voulez faire et auprès de qui. Je sais pas juste une chose. Ouais, Juste une chose, Sofiane. أنا ما نعرفش c'est quoi la différence entre les avantages fiscaux ou les abattements fiscaux parce que كاين اللي يفهموا بلي les avantages fiscaux c'est 0 dinar. Est-ce que c'est 0 dinar ولا لازم يروحوا les impôts? Vas-y. L'abattement fiscal est une forme d'avantage fiscal. Voilà. L'abattement, par exemple, il y a beaucoup de mécanismes. Mais même, par exemple, l'idée des avantages fiscaux, à la fin, لازم يروحوا les impôts. Il faut se présenter au niveau d'impôts, تدوا لهم Bien sûr, le passage. Il y a certains impôts que vous devez payer. Alors, je te fais un mot, pardon Sofiane. Je te fais un mot, celui qui va vous octroyer l'avantage fiscal, ça reste le ministère des Finances, les impôts. Le mécanisme vous rend éligible à l'avantage. C'est le mécanisme qui dit que vous avez les mécanismes comme قال Sofiane l'ANSEJ, mais il y a aussi l'ANJAM, le CNAC, il y a l'ANDI, il y a beaucoup de mécanismes. Mais c'est parce qu'avec un avantage, tu touches les impôts. Bien sûr, sauf qu'il y a des avantages fiscaux, il y a des avantages parafiscaux, il y a des avantages parafiscaux et fiscaux qui s'activent quand vous allez recruter des gens dans certaines régions ou certaines formes, etc. Donc, bon, comme disait Sofiane, vraiment, là, il faudrait un autre workshop spécial pour ça. Mais au début, ce que vous devez retenir, c'est vraiment le bon exemple, c'est l'exemple de l'ANSEJ, et ce qu'ils veulent faire aussi pour les startups, mais c'est la même chose, c'est qu'une fois que tu es labellisé startup ou que tu es une entreprise ANSEJ ou ANGEM, tu accèdes au mécanisme ou tu accèdes au label, et à partir de là, tu as des avantages. Parmi les avantages que tu as, c'est que tu as un abattement fiscal. Par exemple,
Branco, qui est une société en SEJ, par exemple, nous, pendant les années d'avantage, on ne payait pas la taxe professionnelle, la TAP. On a acheté des équipements sur l'investissement sans TVA, sans frais de douane. Moi, en tant que patron, par exemple, au début, je pouvais ne pas payer mon IRG. Nous ne payons pas aussi l'IBS. Toutes ces taxes qui sont là. Après, avant, quand j'ai eu la CASNOS, il y avait un accord où pendant 3 ans, je ne payais pas de CASNOS. J'étais pris en charge. Donc, vous voyez qu'il y a plein de mécanismes. C'est super compliqué. Enfin, super compliqué, non. C'est super lent à expliquer. Je ne pense pas qu'on pourra le faire maintenant. Mais il faut le savoir. Voilà. Et par exemple, l'ensage, oui, haram l'ensage et tout ça. Bon, c'est pas grave. Il ne faut pas demander le prêt, mais il faut avoir accès au moins aux avantages fiscaux. C'est bête de s'éjecter du mécanisme, or que le plus intéressant dans le mécanisme, c'est aussi les avantages fiscaux, les rabattements qui vont aller comme au début sur les 3 premières années de votre exercice. Même si nous, par exemple, moi j'étais dans la commission de rédaction du texte de loi pour les startups, j'avais proposé que l'abattement fiscal des 3 ans soit activé dans une période de 8 ans de la création de la startup, de 5 ans, pardon, de la création de la startup. Parce qu'au final, la première année, tu vas تخلص زيرو امبو على زيرو دينار باسكو عندك زيرو كليون ما درنا والو. Donc l'idée c'était que ça soit une sorte de joker. Donc c'est une jungle. La jungle, tu as les avantages, les abattements, les fiscales, etc. Donc, je pense que dans ce cas de figure, déjà, il ne faut pas hésiter à demander conseil à des fiscalistes, à des comptables, à des experts comptables. Faites très attention. Il ne faut pas hésiter à demander conseil à des gens comme nous avant de créer l'entreprise, avant de passer le pas. Parce qu'une fois que l'entreprise est créée, c'est difficile de rattraper le coup. Ça prend beaucoup de temps. Et ou aller vers les organismes et les mécanismes comme l'ANSEJ, l'ANGEM, les pépinières d'entreprise, etc. qui pourront vous expliquer. Voilà. Merci Karim. Donc, je reviens juste au petit point que Karim a soulevé par rapport aux avantages fiscaux de l'ANSEJ. Donc, pour ceux qui ne veulent pas avoir un prêt ANSEJ, mais quand même bénéficier des avantages fiscaux, Karim parlait de l'autofinancement. C'est-à-dire que vous vous autofinancez, vous ne demandez pas de prêt auprès de l'ANSEJ et de la banque, mais par contre, vous autofinancez. Donc, il y a un mode qui s'appelle l'autofinancement et qui vous donne accès aux avantages fiscaux seulement sans avoir de prêt. Alors, Abbas, quel est le statut idéal pour les startups qui se composent de plusieurs fondateurs, mis à part la SARL? Alors, je pense que c'est le meilleur moyen, c'est la SARL. C'est le meilleur statut. Et c'est la SARL, il a raison, Sofiane, c'est vraiment la SARL. Elle vous protège, elle est très simple et tout ça. Mais là, il y a eu le texte de loi qui est passé, on attend maintenant son application. Ils ont créé une nouvelle forme d'entreprise en Algérie qui s'appelle la société par action simplifiée. Donc, c'est comme une société par action, mais elle est simplifiée et elle peut être créée par une personne. Donc, c'est un mélange entre une SPA, une société par action, et une URL. Voilà. Et cette forme, normalement, je crois que c'est le capital, je crois que c'est au dinar symbolique ou 10 000 dinars, mais je crois que c'est le dinar symbolique. على كل حال puisque راك في البيرو سفيان texte de loi draft محطوط فوق البيرو ديالي, tu pourras voir ce que c'est le dinar symbolique ou pas, mais il ne faut pas le montrer parce qu'il n'a pas encore été diffusé officiellement, sinon je vais me faire taper sur les mains par le ministère des startups. Voilà. J'espère qu'on soit en live sur Facebook. Donc, pour revenir à ta question, Ouda Abbas, pour l'instant, je pense que le meilleur statut, ça reste la SARL. C'est vraiment la plus simple et la plus pratique dans votre cas. Donc, sur ce, moi, j'ai terminé ma présentation. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions qu'on peut prendre. Donc, résumé de ce que je viens de dire. Aujourd'hui, la création d'entreprise, c'est un process qui est malheureusement long, plus ou moins compliqué et coûte de l'argent en Algérie. À l'heure actuelle où je vous parle, encore une fois, c'est circonstanciel et dépendamment de la loi. Si demain, la loi change, on peut alléger les procédures ou les complexifier, je ne sais pas, j'espère pas. Mais aujourd'hui, voilà ce que ça fait de créer son entreprise et pour avoir une entreprise en Algérie par rapport à la loi, encore une fois. كاين بزاف اللي بالك ما يديروش الناس, كاين اللي ما يحبوش يديروا la RC Pro, etc. Moi, je vous ai donné le process légal اللي لازم.
Après que vous ne fassiez pas quelque chose là, libre à vous. Mais voilà aujourd'hui où est-ce qu'on en est. J'espère que ce petit workshop, Marges qui dit j'opte pour l'informel. Donc voilà, la présentation. Mais l'informel a un peu problématique, c'est que tu ne pourras jamais capter des fonds. Voilà, tout simplement. وتاني نرجس اللي يروحوا l'informel jamais déclaré روحهم normalement. Ben oui, forcément. Tu n'auras pas de couverture sociale ni de levée de fonds. Donc, ni avoir de visa. Tu ne pourras pas avoir de visa. Voilà. Et tu risques de te faire attraper. Attention, il s'est zéro. Enfin bref, sur ce, je vous dis merci. Le PowerPoint que vous venez de voir, il est disponible sur Internet gratuitement. Vous pouvez le consulter. On va partager le lien tout de suite sur le groupe WhatsApp où vous pourrez consulter la présentation pour reprendre tout ça. Bien sûr, on reste disponible pour répondre à vos questions durant le bootcamp ou même après. Il a des questions par rapport à la création d'entreprise. Encore une fois, je ne suis pas expert de la création d'entreprise, c'est plus un retour d'expérience. Donc, n'hésitez pas à demander conseil à de vrais experts tels que des experts comptables, des juristes ou même les entités en elles-mêmes, le registre de commerce, les impôts, etc. Donc, ne faites pas les savants. Évidemment, il n'y a aucun mal à aller demander à de vrais experts pour ne pas faire de bêtises qui peuvent, dans certains cas, vous coûter de l'argent, du temps ou parfois même votre liberté puisque vous risquez de la prison. Donc, sur ce, je vous dis merci encore. Il y a les one-to-one. Yes, Mehdi, je sais, je vais clôturer parce qu'il y a les one-to-one qui commencent dans 10 minutes. Merci, Mehdi, du rappel. Je vous dis merci beaucoup, à très bientôt et on se retrouve avec les séances one-to-one pour les personnes concernées. Je ne sais plus, mais moi, je sais que j'ai une séance one-to-one avec Opela Morad. Tu me corrigeras, Nord. Et je vous dis à bientôt et à tout à l'heure. Ciao, ciao. Merci beaucoup.